Thème 3. La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux. Problématique du thème. Quelles sont les mutations des grands équilibres économiques et sociaux de 1970 à 1991 ? Le premier événement important de cette période est le premier choc pétrolier en 1973 et cette période se termine avec un autre événement important en 1991, la disparition de l'URSS. Grand 1, la modification des équilibres économiques et sociaux. Grand A, les chocs pétroliers, la crise économique occidentale. Petit 1, la fin des 30 glorieuses. L'après-Seconde Guerre mondiale est caractérisée par une période de plein emploi et de prospérité économique exceptionnelle que l'économiste français Jean Fourastier appelle les 30 glorieuses, 1946-1973. La fin du système de Bretton Woods en 1971, la dépréciation de la valeur du dollar qui s'ensuit, de même que la lente hausse du chômage et de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix depuis la fin des années 60, témoignent de l'essoufflement de la croissance des pays occidentaux. C'est dans ce contexte économique international qu'est déclenchée au Moyen-Orient la guerre du Kippour par la Syrie et l'Égypte contre Israël le 6 octobre 1973. En représailles, les pays de l'OPEP, essentiellement des pays arabes refusant l'existence d'Israël, réunis au Koweït en octobre 1973, décident d'augmenter de 70% le prix du baril de brut et de réduire de 5% leur production pétrolière chaque mois. À partir du 28 octobre, quelques pays, dont les États-Unis, sont même touchés par un embargo pétrolier. Petit 2, les deux chocs pétroliers. L'expression choc pétrolier désigne les conséquences négatives sur l'économie mondiale d'une brusque hausse des prix du pétrole. Si, à partir de 1976, une lente reprise s'amorce, celle-ci est compromise par un deuxième choc pétrolier en 1979. Il est provoqué par la révolution islamique en Iran, menée par l'ayatollah, c'est-à-dire le chef religieux Khomeini, qui installe un gouvernement religieux intégriste. Cette révolution, puis le déclenchement de la guerre Iran-Irak en 1980, provoque l'interruption des exportations pétrolières iraniennes et par effet d'entraînement, le doublement des prix du baril entre 79 et 80. L'inflation ainsi que le chômage de masse repartent à la hausse, comme on le voit sur ce tableau, tandis que la croissance des pays développés devient même négative en 1982. Plus grave que la précédente, cette crise n'épargne ni les pays du bloc communiste, ni les pays du tiers-monde. La crise s'installe dans un cercle vicieux que l'on voit sur le schéma fléché à gauche. Le choc pétrolier entraîne l'inflation ainsi que le chômage de masse. Le chômage de masse renforce le ralentissement de la consommation et du commerce extérieur. Cette période, marquée à la fois par l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, et la stagnation de la croissance économique, s'appelle la stagflation. Petit 3, des solutions partielles. Face à la crise, les gouvernements peinent à trouver une solution. Ils adoptent d'abord des solutions inspirées du keynésianisme, du nom de l'économiste Keynes, c'est-à-dire une doctrine économique favorisant l'intervention de l'État pour réguler l'économie. L'État investit massivement dans l'économie. Le but est de faire repartir et la consommation et la production. Cette intervention de l'État entraîne un déficit budgétaire, c'est le début de l'augmentation des dettes publiques des États. Cependant, pour Keynes, ces dépenses favorisant le retour à la croissance économique étaient nécessaires et le déficit budgétaire était supposé se résorber grâce au retour de la croissance économique. Confrontés à la hausse des prix du pétrole qui augmentent leurs coûts de production, les firmes multinationales trouvent comme solution la délocalisation de leurs usines dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère, en Asie notamment. Et c'est le début de la montée en puissance de l'Asie et en particulier de la Chine. Les entreprises répercutent la hausse de leurs coûts de production sur le coût des produits et donc l'augmentation du coût de la vie pousse les travailleurs à manifester, à faire grève pour revendiquer des hausses de salaire. Aussi bien en France, comme on le voit ici, qu'au Royaume-Uni, entre 78 et 79. Quelle solution trouver ? Grand B, on voit apparaître deux formes de capitalisme. Petit 1, la solution néolibérale.
À l'origine du néolibéralisme, on a l'économiste Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, à l'origine de ce que l'on appelle l'école de Chicago. Et il agit en tant que conseiller économique de Ronald Reagan. Reagan est d'abord un acteur de cinéma, mais qui s'intéresse très tôt à la politique. Il devient en 1966 gouverneur de Californie, et puis il mène campagne contre le président démocrate sortant Jimmy Carter en 1980. Très populaire, il est réélu en 1984 pour un deuxième mandat présidentiel. Il marque donc cette époque de crise économique. Néolibéralisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau libéralisme. Au XIXe siècle, c'est l'économiste Adam Smith qui avait déjà théorisé la non-intervention de l'État dans l'économie. Donc c'est la doctrine économique et politique qui s'inspire des modes de gouvernance des entreprises privées et qui n'admet qu'une intervention limitée de l'État dans la vie économique au profit du secteur privé et des lois du marché. Dans ce contexte, la libéralisation, c'est donc la diffusion des idées économiques libérales fondées sur la libre concurrence, le libre-échange et la non-intervention de l'État dans l'économie. La dérégulation, ce sont les mesures pratiques qui permettent d'appliquer la libéralisation. C'est le refus de l'État de réguler, c'est-à-dire de mettre des règles dans l'économie, dans le monde financier, afin de favoriser la concurrence, l'innovation et l'autorégulation du marché par l'équilibre de l'offre et de la demande. C'est le retour à ce que Adam Smith appelait la main invisible, à savoir, il existe des lois naturelles dans le domaine économique et l'État ne doit pas les perturber. Au Royaume-Uni, Margaret Thatcher est Premier ministre du Parti conservateur entre 1979 et 1990. Elle applique les politiques néolibérales à son pays. Nombreuses privatisations, baisse des impôts directs, volonté de maîtrise du déficit public, c'est-à-dire de baisser la dette de l'État. Ces politiques libérales font repartir la croissance économique, ce qui entraîne une adhésion d'autres pays et du Fonds monétaire international à ces mesures. C'est ce qui est théorisé sous le nom de consensus de Washington. Le coût social de ces réformes néolibérales est très lourd. Elles entraînent en effet des coupes dans les budgets de la santé et de l'éducation. On a ici une manifestation contre les Reaganomics. C'est ainsi que sont désignées ces réformes néolibérales désignées par Reagan. Au Royaume-Uni, on voit dans ce texte que si le chômage est redescendu après avoir explosé, les inégalités sociales, elles, sont restées et se sont inéluctablement creusées. Petit 2, le socialisme de marché. Dans la Chine communiste de Mao, Deng Xiaoping devient un personnage important. Après la mort de Mao en 1976, il s'impose comme chef du Parti communiste chinois en 1978. Et c'est là qu'il lance alors des réformes économiques d'inspiration libérale, mais tout en restant fidèle à l'idéal socialiste. C'est ce que l'on va appeler le socialisme de marché, ce qui peut paraître tout à fait contradictoire. C'est un système économique qui mêle libéralisme économique et interventionnisme autoritaire d'un État qui reste communiste. Cette politique dite des 4 modernisations, agricole, industrielle, militaire et scientifique, est un succès. On voit à gauche sur le graphique que le taux de croissance annuel est supérieur à 10% dans les années 80. La Chine sort du sous-développement avec une augmentation du PIB par habitant. Elle s'ouvre, comme on le voit sur la carte, aux investissements directs venus de l'étranger, aussi bien des Chinois de la diaspora, du Japon que des États-Unis. Cependant, la jeunesse se révolte en 1989 contre ce régime autoritaire. C'est le printemps de Pékin qui est sévèrement réprimé par Deng Xiaoping.